Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans une divagation en philosophie, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Ce qui nous intéresse ici, c'est la conscience et l'inconscient. Conscience, étymologiquement, veut dire avec connaissance. Dans un sens plus commun, c'est être éveillé, se rendre compte des événements, avoir accès au réel pour certains individus. Quand c'est pour certains individus, on dit que c'est une conscience subjective. Cela permet une représentation de soi et la présence à soi de son esprit. Dans ce cas-là, on parle de mémoire. La conscience permet aussi de se différencier des autres. Je ne suis pas l'autre. Dans ce cas, c'est l'identité. La conscience permet aussi de saisir les expériences et nos sensations. C'est notre intimité. C'est un état du sujet qui permet d'être maître de ses pensées et de ses actes. Il y a donc une activité rationnelle de l'homme, qui est permis par la conscience. Sinon, il y a une pathologie ou un défaut de l'individu. Et c'est là que l'on voit les besoins de la psychologie. Étymologiquement, la psychologie, c'est la science de l'âme. L'absence de conscience signifierait qu'il y a des éléments qui échappent à l'homme. L'homme ne connaît pas tous les mécanismes qui le déterminent, comme les pensées involontaires, on peut parler des rêves, comme la psychosomatisation, par exemple des douleurs physiques sans cause physiologique, comme des angoisses ou de la panique, qui peuvent causer des maux de tête. On ne connaît pas non plus nos intuitions, qui seraient des processus mentaux ou intellectuels latents. L'inconscient serait une partie de l'esprit humain, à ne pas confondre avec l'inconscience, qui est un état, comme le malaise. L'inconscient est pensé par une partie de la psychologie qui s'appelle la psychanalyse. L'homme ne serait donc pas maître de lui-même. Cela remet en cause des problèmes moraux et des problèmes de liberté. Si l'homme n'est pas maître de lui, est-il condamnable en cas de conflit? Ici, il y a la jurisprudence du crime passionnel. Si l'homme n'est pas maître de lui, ça veut dire que nous ne serions pas libres, puisque nous serions déterminés par des processus obscurs. Alain, philosophe, journaliste et essayiste, né en 1868 et mort en 1951, va critiquer l'inconscient dans ses éléments de philosophie. Le freudisme, si fameux, est un art d'inventer en chaque homme un homme redoutable, d'après des signes tout à fait ordinaires. Les rêves sont de tels signes. Les hommes ont toujours interprété leurs rêves, d'où un symbolisme facile. Freud se plaisait à montrer que ce symbolisme facile nous trompe, et que nos symboles sont tout ce qu'il y a d'indirect. Les choses du sexe échappent évidemment à la volonté et à la prévision. Ce sont des crimes de soi auxquels on assiste. On devine par là que ce genre d'instinct offrait une riche interprétation. L'homme est obscur à lui-même. Cela est à savoir. Seulement, il faut éviter ici plusieurs erreurs que fonde le terme d'inconscient. La plus grave de ces erreurs est de croire que l'inconscient est un autre moi. Un moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses. Une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller, contre quoi il faut comprendre qu'il n'y a point de pensée en nous, sinon par l'unique sujet, je. Cette remarque est d'ordre moral. L'inconscient est un objet de la psychanalyse. La psychanalyse est une discipline développée par Freud, d'où la critique du freudisme. Cela consiste à faire parler les patients de l'origine de certains traumatismes, de transformer des états inconscients en états conscients. Certaines discussions et certains mots permettent de déjouer ce que l'on appelle le refoulement. Le refoulement, c'est cette frustration, cette non-réponse des individus à un ou plusieurs désirs ou pulsions. Ces désirs sont inconscients parce qu'ils sont cachés. Il y a une difficulté à y répondre, ou alors ils sont niés par les individus. Pour Freud, les désirs sont principalement causés par la libido ou la pulsion sexuelle. Alain pense que la théorie freudienne pose une autre entité, comme un autre homme dans chaque individu. Dans la culture populaire, c'est symbolisé par un personnage d'ange ou de démon qui vient parler à l'oreille du personnage.
C'est une théorie à partir de l'observation de signes communs, des actes de la vie quotidienne psychique. Alain va parler du rêve, mais toute autre situation stressante pourrait être valable. Le rêve est objet d'interprétation. Il y a donc un lien au symbolisme. Le symbole est un signe sensible ou matériel qui va acquérir un message. Notre esprit va traduire des ressentis refoulés sous forme sensible ou physique. Il y a par exemple le lapsus qui va révéler de manière sensible des désirs cachés. Certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. C'est-à-dire que l'on va remplacer un mot par un autre. Alain précise aussi que les choses du sexe sont les principales causes trouvées au traumatisme, au lapsus ou au désir. Plus largement, il s'agirait de libido. La libido, c'est le lien de l'homme à son corps et au plaisir procuré par les sensations. Ce n'est pas forcément une sexualité active et orientée. Nous ne maîtrisons pas les désirs et les pulsions. C'est d'ailleurs dans la définition. Cette non-maîtrise est le crime selon le vocabulaire d'Alain. Il y en a d'innombrables. Il peut être subjectif, donc dépendre des individus, ou ils peuvent être objectifs, c'est-à-dire selon l'objet du désir, ou la réponse de l'individu et la manifestation inconsciente. Le freudisme, donc la psychanalyse, ne peut pas être une science exacte. Reposer l'inconscient sur l'unique libido serait limité. L'idée de créer une autre entité qui expliquerait certains comportements cachés ou non expliqués par un processus connu est dangereux pour le sujet. C'est un problème moral. Cela nie la psychanalyse, mais pas le fait que l'homme puisse avoir une part obscure. Alain reconnaît que l'homme a une part sombre, mais il ne faut pas créer un autre moi dans un sujet. Pour Freud, il y a un moi entouré par deux autres parties dans la psyché humaine. L'autonomie du sujet serait limitée ou relative. Il aura figuré cela sous forme de topique en 1920. Il y a le moi, qui est la partie conscient, et qui est médiateur des intérêts conflictuels du surmoi et du ça. Le surmoi et le ça sont deux parties inconscientes. Le surmoi symbolise les interdits sociaux. Le ça symbolise toutes les pulsions, les désirs et la libido. Ces parties inconscientes sont séparées de la partie consciente par la censure. La censure, c'est ce qui empêche l'inconscient de devenir conscient. Et c'est l'objet de refoulement qui fait parfois paraître des désirs dans les rêves. Puisque lorsque l'individu dort, cette censure est moins forte, puisque la partie consciente est endormie ou est en veille. Si l'un des deux inconscients prend le dessus, le sujet risque de développer des pathologies, comme la psychose ou la névrose. La psychose, c'est quand le ça prend le dessus. L'individu ne perçoit pas ses vécus et n'exprime pas de manière conventionnelle ses ressentis et ses réflexions. On peut prendre l'exemple de la schizophrénie. La névrose, c'est lorsque le surmoi prend le dessus. L'individu a conscience de diverses pressions environnementales et sociales qui peuvent provoquer des comportements maladifs, comme les TOC ou la phobie. Pour Alain, ces troubles existent, mais ne reflètent pas un inconscient qui cacherait un homme différent au sein d'un autre homme conscient. L'inconscient n'est pas un mauvais conseiller. L'homme a un côté obscur, mais cela provient de lui-même, de ce qu'il appelle le « je ». C'est un problème d'éthique et de morale. Est en jeu ce qu'est l'individu et l'action de l'individu. Le sujet est responsable de ses actes et les pensées sont les siennes, même si elles peuvent lui faire peur. Cette capacité de l'homme à dire « je » est ce qui le définit en tant qu'homme. C'est ce que nous comprenons avec Kant dans l'anthropologie d'un point de vue pragmatique. Posséder le je dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la Terre. Par là, il est une personne. Et grâce à l'unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne. C'est-à-dire un être entièrement différent, par le rang et la dignité. Deux choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise. Et ceci, même lorsqu'il ne peut pas encore dire le « je », car il l'a cependant dans sa pensée. Ainsi, toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la première personne, doivent penser ce « je », même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier. Car cette faculté de penser est l'entendement. Il faut remarquer que l'enfant, qui sait déjà parler assez correctement, ne commence qu'assez tard, peut-être un an après, à dire « je ». Avant, il parle de soi à la troisième personne. Charles veut manger, Charles veut marcher, etc. Et il semble que pour lui, une lumière vienne de se lever quand il commence à dire « je ». À partir de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. Auparavant, il ne faisait que se sentir. Maintenant, il se pense. Quand l'homme est conscient, il se représente. Il fait fonctionner ses capacités réflexives et d'imagination. C'est aussi se rendre présent, être là pour lui-même et à lui-même. Cela se fait par le « je ». Pour Kant, c'est ce qui élève l'homme au-dessus des autres vivants.
Le « je » donne la personne, le sujet en philosophie, qui est différent d'un être vivant ou d'un simple individu. Le « je » est ce qui permet au sujet de se maintenir dans le changement, c'est-à-dire que malgré les accidents de la vie, malgré la vieillesse, le sujet sait qu'il est lui-même. Je suis l'individu qui a vécu mon enfance, par exemple. Un autre sens est que le « je » fait que le sujet est différent d'un autre, de manière radicale. Le « je », ce n'est pas le « tu ». Le « je », ce n'est pas il ou elle. Le « je », c'est être capable de s'approprier les choses. Kant considère l'animal comme une chose. On peut attraper, on peut élever, on peut manger l'animal, sans expérience de la réflexion ou de l'entendement. Le jeu est toujours là pour celui qui s'exprime ou qui pense. Kant semble opposer la pensée à la seule sensation, qui serait non réflexive. La pensée, c'est le média entre le vécu, l'expression et son utilité pour le sujet. La conscience est un état subjectif. Elle est propre aux individus qui réfléchissent et ne sont plus sur un mode spontané. La conscience n'est pas uniquement la pensée, et la conscience n'est pas indépendante de l'état physique des individus. Attention à ne pas confondre la conscience et l'âme, la psyché en grec, qui a donné le terme psychologie, qui est un principe vital et un principe de mouvement. La psyché, ou l'âme, peut être indépendante et constitue l'essence de l'homme. C'est ce qui fait que l'homme serait homme. La conscience est un état réflexif de l'homme. C'est un accident ou un attribut de l'homme, puisque l'homme peut ne pas être conscient. Dans l'idée, un homme inconscient possède une âme. Elle n'est pas liée au corps, bien qu'elle puisse y résider, du moins selon les philosophies antiques. La conscience dépend donc du corps. Lorsque l'homme a un accident qui atteint le cerveau, il peut perdre des facultés liées à la conscience. Il peut ne plus s'exprimer par le « je ». Il peut perdre des souvenirs. Il peut ne jamais sortir d'un état inconscient, comme le coma. En grec, coma veut dire sommeil profond. C'est un argument utilisé par la philosophie matérialiste pour contrer la philosophie spiritualiste. Le matérialisme est une philosophie qui considère que toute activité humaine et toute vie est le résultat d'interactions de matière ou d'éléments physiques. Le spiritualisme est un courant philosophique qui considère que le principe de la pensée, de la vie et des concepts vient de l'âme, d'une entité arbitraire, c'est-à-dire qui prend des décisions et qui a des jugements. Elle viendrait imposer des processus à la matière. Ainsi, la conscience, c'est la possibilité pour les individus d'acquérir, de penser, de partager des vécus ou des expériences. Elle est liée à la matière et aux interactions physiques. Les problèmes de la conscience sont liés à la matière. C'est une connaissance qui est une voie vers la conceptualisation. Il s'agit surtout de morale. Qu'est-ce qu'un individu conscient peut faire ou non à son environnement et à d'autres individus ? On en arrive à de l'éthique. Avoir conscience, c'est se rendre compte des choses et reconnaître notre position par rapport au monde et aux phénomènes du monde. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.